Alors, mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir ou bonjour et d'après votre position géographique actuelle et bienvenue dans ce nouveau numéro des réflexions politiques et réservé prioritairement à une réflexion autour d'un prisme constitué de trois angles. D'abord, ma réaction suite à la conférence de presse et la déclaration du président Maurice Kamto. Par ailleurs, il faut bien le préciser, leader de la résistance pacifique nationale et internationale, qui a durci le ton envers le régime satrapico-reptilien de Yaoundé. Ensuite, ma lecture sur le climat sociopolitique qui prévaut actuellement en Afrique de l'Ouest et plus particulièrement au Mali. Et enfin, les raisons pour lesquelles j'estime que la France et sa copine la CEDEAO ne réussiront jamais cette guerre contre la révolution malienne et donc contre le peuple malien désormais soucieux et jaloux de sa souveraineté. Voilà les points fondamentaux. Mais avant de les aborder, je voudrais, si vous me permettez bien sûr, passer un tout petit message à mes frères et sœurs africains en général et en particulier à la nouvelle génération camerounaise à laquelle j'appartiens. Il s'agit de la conscience, de notre propre conscience, de la morale dans toutes les actions et les actes que nous posons. Parce qu'on constate désormais, et parfois même avec un peu un sentiment d'amertume, il faut le préciser, que plusieurs ne pensent plus avant d'agir. Plusieurs ne réfléchissent plus avant d'agir. Il est donc important de savoir que dire, extérioriser, balancer tout ce qu'on a dans la tête sans avoir au préalable pesé les conséquences, c'est mettre à mal la société tout entière. Et c'est dans cette perspective que Jean-Paul Sartre prévoyait déjà que les mots sont des pistolets chargés, ou bien si vous voulez, comme des pistolets chargés. Et donc, avant de les bombarder, il faut regarder la direction et la cible. Sinon, si nous les bombardons sans avoir au préalable mesuré la teneur, l'ampleur, la portée, la profondeur, alors il s'ensuit logiquement que les conséquences seront catastrophiques et à la limite même irréparables. C'est dans la même perspective que le brillant philosophe allemand au nom d'Emmanuel Kant soulignait déjà qu'il faut toujours agir de telle sorte que la maxime de ton action, toi le Camerounais qui me suit et m'écoute, puisse toujours être érigée en une loi universelle. Il faut toujours agir de telle sorte que tu traites l'humanité en toi-même et en autrui toujours comme une fin, mais jamais comme un moyen, jamais comme un tremplin. Il faut alors agir comme si tu étais à la fois sujet et en même temps législateur dans la République des volontés libres et raisonnables. La morale de l'action. C'est pourquoi je précise toujours et j'évoque toujours la morale de l'action dans tout ce que nous faisons quotidiennement. La méchanceté, la jalousie, l'ingratitude, l'aigreur, le mensonge, la fabulation, la traîtrise ne payent pas. A contrario, ça détruit la société. Il faut toujours faire à autrui ce que tu souhaites pour toi-même. Fais à ton voisin ce que tu souhaites pour toi-même en tant que Camerounais, en tant qu'Africain, en tant que citoyen de ce monde. Et il ne faut jamais prier pour que l'autre échoue. Car si tu pries pour que l'autre échoue et qu'en réalité il est sympa, humble, honnête, travailleur, il va progresser pendant que toi tu regresses. Parce que le monde est vaste et chacun a son étoile. Je l'ai dit et je répète, je répéterai encore. La réussite de l'un ne dépend pas de l'échec de l'autre. Pour que j'ai 15 de moyens en classe, je n'ai pas besoin que mon voisin ait 2 de moyens. Nous pouvons tous ensemble avoir 15 de moyens et réussir dans la vie. Voilà le petit message que je voudrais passer. Une fois que j'ai précisé cela, revenons à présent foncièrement à la déclaration du président Maurice Kamto lors de sa conférence de presse. Mesdames et messieurs, chers camarades, il faut qu'on soit clair. Le désarroi, le désaccord, le mécontentement, bref, le sentiment et le cri de la révolte ne commencent dans un état qu'à partir du moment où la vulnérabilité a atteint considérablement le seuil de l'impossibilité. Dans le cas actuel, dans le cas du Cameroun, on constate avec un sentiment de désolation que les vassaux france-africains, je parle là des pontes du régime, ont démissionné de leurs fonctions et s'occupent de tout sauf ce qui concerne l'avenir du peuple camerounais et l'avenir du Cameroun. Dans le cas du Cameroun, la situation socio-politique est délétère et complètement dégradante. L'économie est paralysée, l'insécurité règne partout, le chômage et la misère sont généralisés. Oui, la guerre tue et on assiste à des hécatombes. Ça, c'est un fait, c'est un constat et on n'a pas besoin de démonstrations de force là-dessus. Même la nature se fâche contre le mépris et la négligence du système en place, mais aussi et surtout contre son inaptitude à trouver et adapter des solutions, n'est-ce pas, aux problèmes des Camerounais et aux aspirations de ce peuple. Ainsi, les routes s'effondrent, les bâtiments pleurent et tombent, les inondations se multiplient et pendant que le pouvoir continue d'être exercé par une photo, la photocratie.
C'est donc dans cette perspective-là que le président Maurice Kamto est sorti l'autre jour. Si on y ajoute non seulement les assassinats, les meurtres et les tueries lâches au Cameroun, mais aussi et surtout le système électoral qui demeure encore non consensuel et taillé à la mesure du système, prêt à occasionner encore les nouvelles crises post-électorales, eh bien, on peut comprendre purement et simplement le durcissement de ton, n'est-ce pas, de Maurice Kamto. Dans cette perspective, on constate que le régime mortifère, c'est-à-dire nocif et ultra dangereux de Yaoundé, voulait et veut d'ailleurs encore continuer à organiser les élections, non seulement dans un pays en guerre, mais aussi sans avoir au préalable réformé l'instrument en charge de réguler, n'est-ce pas, et d'organiser et de réguler les élections au Cameroun, à savoir Elecam et la loi électorale. Ainsi, si le régime hyper centralisé de Yaoundé venait de faire un forcing pour organiser les élections régionales, n'est-ce pas, sans avoir au préalable trouvé les voies et moyens pour résoudre les deux conditions préalables posées, eh bien, il s'ensuit logiquement que le peuple camerounais, dans sa totalité, c'est-à-dire sans considération politique, religieuse ou ethnique, eh bien, se retrouvera dans l'obligation de récupérer sa souveraineté, c'est-à-dire de sortir, de manifester massivement pour réclamer et exiger le départ pur et simple de Paul Biya. Dans la même logique, eh bien, la police, la gendarmerie, les soldats, bref, toutes les forces de l'ordre confondues, devraient se ranger du côté du peuple camerounais pour encadrer celui-ci, conformément aux dispositions légales, à l'effet de ne pas empêcher le peuple à récupérer sa souveraineté, car la souveraineté revient au peuple camerounais. À cet effet, j'apporte mon soutien total et indéfectible au président Maurice Kamto, leader de la résistance pacifique nationale et internationale, au même titre que Gandhi, que Martin Luther King, que Martin Paul Samba, que Ruben Oumniobe, que le docteur Osende Afana, etc., etc. Bref, celui-là qui incarne le mouvement de libération dans le Cameroun moderne, dans le Cameroun contemporain. Car dans chaque lutte, dans les luttes de libération, il faut toujours au préalable avoir un leader qui donne la vision et trace le chemin à suivre. En même temps, je profite, n'est-ce pas, pour passer un petit message à tous les autres partis politiques, les proposants, les opposants, même les exposants si vous voulez, et la société civile, n'est-ce pas, à nous joindre dans cette lutte de libération du peuple camerounais. Par ailleurs, je pense que cette sortie du président Maurice Kamto n'était pas hasardeuse. Non, détrompez-vous. Je pense, j'estime, j'ose croire qu'il a choisi un moment crucial où l'Afrique est à un tournant important de son histoire. Je m'explique. La révolution bat son plein temps en Afrique de l'Ouest et plus particulièrement au Mali, avec le mouvement M5 RFPI qui est en train de donner une véritable déculottée à l'élite politique occidentale et donc française. Kamto dit aux Camerounais que le Mali leur parle. Le Mali vous parle, le Mali nous parle. Et parce que je parle du Mali, alors le climat sociopolitique qui y règne actuellement constitue exactement le statut de la deuxième et l'avant-dernière partie de notre analyse. Au Mali, tout comme au Cameroun, il y a eu élection présidentielle en 2018. Je pense qu'au Mali, c'était le 29 juillet 2018. Mais ensuite, il y a eu des contestations post-électorales. S'en ont suivi des vagues de manifestations. Et donc, les dernières manifestations sont celles que nous connaissons, juin, juillet, août, qui se sont achevées par la démission ou la chute d'Ibeka, qui régnait jusqu'ici, en tout cas par la corruption, des détournements, et j'en passe. Pendant que le citoyen malien n'arrivait même pas à manger un repas par jour. Soudain, à l'international, les langues d'Élie et les vestes tombent. Un ensemble de chefs d'État siégeant à la CEDEAO n'ont pas tardé de démontrer clairement et manifestement qu'ils n'étaient pas là pour protéger les intérêts du peuple malien et donc du peuple africain, mais qu'ils étaient là pour protéger les intérêts des Occidentaux et dans le cas échéant de la France. Voilà. Le soleil est en train de partir, mais bon, on continue. Maintenant, parce que la résistance, en tout cas contre les dictatures, comment vais-je dire cela, se poursuit, n'est-ce pas, avec un travail profond de conscientisation de notre peuple dans l'optique d'une prise de conscience collective. Alors, il est important d'effectuer un flashback, et là, le soleil revient, dans le passé pour comprendre réellement, en tout cas, la moralité, le mode opératoire de certains chefs d'État ouest-africains qui veulent donner en quelque sorte des leçons de démocratie et de droits constitutionnels au peuple malien. Donc, jetons un regard particulier chez eux, laissons d'abord l'Afrique centrale et occupons-nous de cette Afrique de l'Ouest là parce qu'ils se sont précipités et se sont excités en tout cas à sortir des sanctions envers ce peuple malien là qui venait de décrocher sa souveraineté, il faut bien le préciser. Et là, commençons d'abord par le Nigeria.
Muhammadu Buhari, qui a été élu au Nigeria en mars 2015 en remplacement de Goodluck Jonathan, juste une précision, eh bien, est un ancien putschiste. C'est un monsieur qui arrive au pouvoir pour la première fois par un coup d'État le 31 décembre 1983, alors qu'il était général des forces armées. C'est comme ça qu'il a dirigé la République fédérale du Nigeria de facto, il faut bien le préciser, pendant 2 ans, notamment de 1983 à 1985. Et donc, si Muhammadu Buhari est revenu, en tout cas au pouvoir en 2015 par voie légitime, mais il n'a pas autorité à demander au peuple malien de restituer le pouvoir à Ibeka. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Continuons au niveau de la Côte d'Ivoire. Et là, je sais que plusieurs de nos amis vont devenir directement nos ennemis, n'est-ce pas? Parce que plusieurs ne veulent plus se doter de cette capacité-là à accepter l'adversité. Mais en tout cas, l'évolution socio-politique dans ce pays-là, de 1993 à 1999, est marquée par des effervescences et des mutations politiques. Nous avons assisté successivement et minimalement à 5 coups d'État. Alassane Dramane Ouattara qui expulse aujourd'hui tous ses adversaires politiques pour rester régner seul. Je ne sais pas si c'est pour affronter maintenant les arbres ou les animaux, bref, à vous de dire la suite. Eh bien, était impliqué dans plusieurs coups d'État. Notamment en 1993, n'est-ce pas, le coup d'État échoué. Nous avons le coup d'État de 1999 également contre le président Henri Konan Bédié. D'ailleurs, Alassane Dramane Ouattara avait dit que ce n'était pas un coup d'État, mais la victoire du peuple. J'ai mis une vidéo à ce titre sur ma page. Ce n'est pas un coup d'État, affirme alors Ouattara, c'est une révolution soutenue par tous les Ivoiriens. Le coup d'État de 2002 contre le président Laurent Gbagbo, et là je préfère même encore m'appesantir sur celui de 2010 parce qu'un bébé qui a 10 ans aujourd'hui en 2020, même si en 2010 il ne parlait pas, il a au moins vu comment Alassane Dramane Ouattara a perdu les élections et a refusé en quelque sorte de se plier, n'est-ce pas, devant les décisions de la Cour suprême ou du Conseil constitutionnel. Il est arrivé au pouvoir donc par les armes après avoir délogé le président Laurent Gbagbo sous le parapluie de la France, il faut bien le préciser, alors que c'est Laurent Gbagbo qui l'avait octroyé, donné la nationalité et le passeport ivoirien auparavant pour lui permettre en tout cas de se présenter ou se représenter à n'importe quelle élection en Côte d'Ivoire. C'est ce Alassane Dramane Ouattara là qui veut aujourd'hui donner les leçons des droits constitutionnels et les leçons de morale politique au peuple malien. Ça, c'est de la moquerie. Continuons avec le Burkina Faso. L'ancien président, j'allais dire le dictateur Blaise Compaoré, a été chassé du pouvoir par une insurrection populaire et bien suivi d'un coup d'état militaire, tout le monde avait vu. Il a même lu lui-même sa propre lettre de démission. Il a été protégé en tout cas par la garde présidentielle, sinon le peuple allait le kidnapper. L'actuel président du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a été élu suite à une élection organisée par la junte militaire qui a assuré la transition politique dans ce pays. Mais lui aussi est très mal placé pour donner les leçons de droit constitutionnel, pour donner les leçons de morale politique au peuple malien. Donc, lorsqu'il accepte qu'on dresse les sanctions contre le peuple malien, eh bien, c'est loin d'être une méchanceté, mais une malhonnêteté intellectuelle. Regardons la Guinée-Conakry. Alpha Condé qui tire sur les civils, tripatouille la constitution, massacre les adversaires politiques, mais peut-il donner ou demander au peuple malien de respecter la constitution? Zéro. Le Togo alors. Voilà un pays où le pouvoir se transmet de père en fils. Et là, je perds mes mots encore. Parce que Faure Gnassingbé n'a jamais gagné les élections au Togo. Voilà un monsieur qui arrive au pouvoir en 2005 par un coup d'état constitutionnel soutenu par l'armée. Et jusqu'aujourd'hui, il ne règne pas la terreur et la violence sur l'opposition. Un monsieur comme ça peut-il donner les leçons de morale politique au peuple malien? Je dis non. Chers Africains, allons au Niger. Le président Mahamadou Issoufou a raté l'occasion historique de se taire. Mais comme c'était un pion de la France-Afrique, eh c'était normal qu'il ouvre sa gueule contre le peuple malien. Le Niger est aujourd'hui considéré comme l'un des pays les plus pauvres de la planète. Comprenez bien, de la planète. C'est-à-dire que même les animaux dans la forêt, et ce n'est pas une insulte, ont un niveau de vie un peu plus supérieur, aisé et meilleur que les populations dans ce pays. Entre-temps, c'est la France qui lui donne les injonctions. La France qui est aujourd'hui considérée comme l'un des pays producteurs, l'un est parmi les premiers pays au monde producteurs d'uranium, alors qu'il n'y a même pas un grain d'uranium dans le sol français. Et les autres présidents, alors, ils font comment? Ils restent tranquilles? Ils veulent jouer le jeu de la neutralité. À cela, disons tout simplement qu'il n'y a pas de neutralité en situation d'injustice, car la neutralité cache leur parti prise
pour la France parce qu'il roule pour les intérêts français au détriment des intérêts de la majorité écrasante du peuple africain. C'est un fait. Je ne voudrais même pas évoquer le cas des présidents de l'Afrique centrale parce que ceux-là sont tous des dictateurs france-africains. C'est un fait. Il y a même un autre au Tchad qui s'est proclamé maréchal. Donc bientôt, il dira qu'il est empereur. En effet, voilà ceux qui siègent à la CEDEAO. Je n'ai pas tout cité parce qu'il y a une quinzaine de chefs d'État ouest-africains qui siègent là-bas, qui sont censés protéger nos intérêts, mais qui sont là pour tuer les économies locales et protéger les multinationales françaises installées sur les sols africains. Ils se sont même entendus à l'unanimité pour créer une monnaie de singe, la plus grosse arnaque du siècle appelée ECO, juste parce qu'il fallait satisfaire la libido de la France. Voilà ceux qui sont censés nous protéger, alors qu'en réalité, ils vendent nos pays aux Occidentaux. L'exploitation de l'homme par l'homme, le pillage systématique de l'Afrique, l'assassinat de la démocratie et de la souveraineté africaine par l'instrumentalisation de quelques esprits tordus décidés à conserver le pouvoir par tous les moyens, même s'il faut tuer. La CEDEAO, d'ailleurs, comme la CEMAC aussi, n'est constituée que des vassaux français qui sont là pour rouler à contre-courant des intérêts du peuple africain. Sinon, ils ne pouvaient pas accepter de se réunir à l'unanimité pour traiter les sanctions contre un peuple ou contre un pays comme le Mali qui est attaqué sur tous les fronts par les terroristes et les djihadistes. D'aucuns ont même fustigé mon attitude. Pourquoi Martin Tajo livre autant d'informations, n'est-ce pas, sur le Mali? Comprenez que nous avons une communauté de destin, à savoir la communauté culturelle, l'unité culturelle, j'allais le dire. Et à côté même de l'unité culturelle, nous avons été ensemble colonisés par la France. Lorsque Louis XIV comparait les Noirs aux meubles, les Noirs aux objets, aux instruments, il ne regardait pas s'il y avait les Noirs à la peau claire ou les Noirs à la peau sombre, ou encore s'il ne distinguait pas entre les Maliens, les Sénégalais ou les Tchadiens. Non, il parlait de toute l'Afrique dans sa totalité. Il parlait de tous les Noirs. Donc le problème du Mali, c'est le problème de tous les Africains. Maintenant, il faut passer quand même un petit message d'abord à Ibeka lui-même, parce qu'Ibrahim Boubacar Keïta, il s'est fait déjà trop tard pour lui de se racheter. S'il était conscient et soucieux de l'avenir du peuple malien, il aurait déjà, lorsqu'il aurait constaté qu'il était déjà dans l'incapacité de résoudre les crises qui régnaient là-bas, démissionné. Il ne l'a pas fait. C'est maintenant, lorsqu'il se retrouve au carrefour de Si Je Savais, qu'il continue à faire maintenant, ou commence à faire un rétro-pédalage. Ça, c'était la deuxième partie. Chers camarades, dans la troisième partie, je vais rapidement et en grosso modo vous donner les raisons pour lesquelles je pense que la communauté internationale, la France et sa copine, la CEDEAO, ne vont jamais réussir cette guerre contre la révolution malienne et contre le peuple malien. D'abord parce que le président Ibrahim Boubacar Keïta a déjà déclaré qu'il n'a plus d'intention de revenir au pouvoir, mais aussi parce que lorsque ces vassaux france-africains et leurs maîtres colons se sont réunis, en tout cas pour prendre des sanctions contre le Mali, c'était une décision fantasmagorique qui ne pouvait se réaliser que dans leurs rêves. C'était une pure imagination qui était en quelque sorte loin d'être une utopie, mais une raillerie. En politique et en géopolitique, le terrain est tellement glissant et les cartes se reconfigurent très rapidement. Tenez par exemple, le Mali avait déjà reçu en première position l'ambassadeur de la Russie. Et donc la Russie, et c'est une preuve que la Russie reconnaissait déjà que tout avait changé et que la carte ne devait plus désormais se jouer avec le président Sultan Ibrahim Boubacar Keïta. Dans cette perspective, la Russie et la Chine sont déjà dans l'arène et apportent ainsi leur soutien indéfectible, leur soutien total au peuple malien, tout en s'opposant aux sanctions internationales, aux sanctions que la France veut imposer au Mali, parce que c'est la France, ce n'est même pas l'ensemble de la communauté internationale. Donc, diplomatiquement, c'était impossible. Mais là n'est pas tout. Même politiquement, c'était irréalisable. Pourquoi? Parce qu'il s'agit là de l'autonomie des peuples et on peut considérer ça tout simplement comme un viol flagrant à la souveraineté du peuple malien. Donc, la communauté internationale, la France et ses amis de la CEDEAO, au lieu de faire tomber une pluie, n'est-ce pas, des sanctions contre le peuple malien, gagneraient à accompagner ce pays à sortir, n'est-ce pas, de la crise dans l'intérêt du peuple malien et de tout le Mali. Donc, à côté de l'aspect politique, médiatiquement aussi c'est impossible. Pourquoi? Parce que avec l'avènement des NTIC, les nouvelles technologies de l'information et des communications, et surtout à travers les plateformes électroniques à l'extérieur de Facebook et des réseaux sociaux, d'autres réseaux sociaux, nous avons suivi minutieusement l'évolution sociopolitique, toutes les manifestations et les revendications du peuple malien jusqu'aujourd'hui. Et donc aucun média
ne pourra nous livrer l'inversion des faits. Zéro. Et enfin, militairement, je pense que ce n'est pas faisable. Parce qu'ils peuvent essayer peut-être de donner un peu les armes aux petits terroristes pour combattre l'armée, mais je pense, j'estime et je reste convaincu là-dessus qu'ils ne vont pas réussir. Pourquoi? Parce que désormais tout le peuple malien est derrière son armée et ils forment un seul bloc contre l'envahisseur et le cancer de l'Afrique qui reste et demeure bel et bien la France. Donc, si la France et tous ses supplétifs, n'est-ce pas, de la CEDEAO n'ont pas encore compris que le peuple malien a décidé de remplir sa mission générationnelle dont parlait Frantz Fanon, alors ils vont se retrouver tout simplement dormus. Tout le monde a vu, lorsque les premières manifestations ont commencé, ils ont essayé d'envoyer quelques émissaires pour tromper, voiler, n'est-ce pas, l'opinion populaire, faire comme s'ils venaient en quelque sorte pour pousser Ibrahim Boubacar Keïta à négocier avec l'opposition et le peuple malien. Pourtant, c'était faux. C'était des pompiers pyromanes.